J'ai trouvé quelqu'un qui me rend vraiment heureux, et je n'y renoncerai pas. Tout le monde m'a quitté. Ma femme, mon fils, ma fille. Je suis sorti de la maison sans me retourner, et sans verser une seule larme. Mais ce qui s'est passé ensuite, va vous faire applaudir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'ai trouvé quelqu'un qui me rend vraiment heureux, et je ne vais pas y renoncer. C'est la dernière chose que j'ai entendue, avant que tout ne s'effondre. Ce n'est pas un inconnu qui m'a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un croisé dans la rue. C'était Aurore, ma femme, la femme avec qui j'ai partagé le même lit pendant 25 ans. La femme pour qui j'ai travaillé chaque jour de ma vie, sans jamais me plaindre. Et le pire, ce que j'ai encore du mal à prononcer à voix haute aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas seule quand elle l'a dit. Jonathan, mon fils, et Juliette, ma fille, étaient là. Ils étaient tous les trois ensemble, me regardant comme si j'étais le problème. Ils m'ont tous abandonné. Ma femme, mon fils, ma fille. Et j'ai quitté cette maison sans me retourner, sans larmes, sans supplication, avec une valise à la main, et la tête haute. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'est-il arrivé après ce moment? C'est ce que je dois vous raconter. Car si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, je peux dire que je suis un homme libre. Et vous comprendrez aussi pourquoi ceux qui m'ont trahi, ont fini par affronter quelque chose que personne d'entre eux n'attendait. Restez, car cette histoire commence par une trahison, mais elle ne se termine pas par une défaite. Cet après-midi-là, je rentrais du travail. J'avais 49 ans, et le dos lourd de fatigue. Mes pieds étaient lourds, comme s'ils portaient tout ce que j'avais construit au cours de ces décennies. Je suis entré par la porte principale, comme toujours, avec la clé que j'avais moi-même payée, dans la maison que j'avais moi-même construite, sacrifice après sacrifice. Et la première chose que j'ai vue, ce sont eux trois, réunis. Aurore, Jonathan et Juliette, assis dans le salon en silence, me regardant comme si j'étais un étranger, un homme qui venait d'interrompre quelque chose d'important. La télévision n'était pas allumée. Il n'y avait pas de repas préparé dans la cuisine. Juste trois, avec des expressions que je ne leur avais jamais vues auparavant. Des visages qui avaient déjà pris une décision, sans même me consulter. Aurore a été la première à parler, et elle l'a fait avec un calme qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit qu'ils y réfléchissaient depuis des semaines, qu'ils étaient parvenus à une conclusion, puis, elle l'a lâché. Elle m'a annoncé qu'elle ne voulait plus être mariée avec moi, qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle m'a précisé que cette personne était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui était venu chez moi, quelqu'un qui avait mangé à ma table. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, ou du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Une sorte de tremblement intérieur, qui ne porte de nom dans aucune langue, mais que quiconque a été vraiment trahi, reconnaît immédiatement. Ce n'est pas encore de la douleur. C'est quelque chose qui précède la douleur. C'est l'instant précis où le cerveau reçoit l'information, mais où le cœur refuse encore de l'assimiler. J'ai regardé Jonathan, mon fils, celui-là même à qui j'avais appris à faire du vélo, celui que j'avais accompagné pour son premier jour d'école, celui que j'avais soutenu financièrement, même quand les temps étaient durs. Je l'ai regardé en espérant qu'il prendrait ma défense, ou qu'il montrerait, au moins, un signe de malaise. Mais non. Jonathan a croisé les bras, et il m'a dit, avec une froideur que j'ai encore du mal à croire, qu'il pensait que sa mère avait raison. Il a ajouté que je n'avais jamais vraiment été présent, que j'avais toujours privilégié le travail au détriment de la famille, et que, si sa mère était heureuse avec un autre, il la soutenait. J'ai senti la terre disparaître complètement. Je me suis tourné vers Juliette, ma fille. La petite fille que j'avais tenue dans mes bras quand elle avait de la fièvre, celle qui avait pleuré sur mon épaule quand son premier petit ami l'avait quittée. Celle qui me disait toujours que j'étais son modèle. Juliette ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a fixé le sol, et d'une voix basse, presque un murmure, elle a avoué qu'elle le savait aussi depuis longtemps. Elle a dit qu'elle avait gardé le secret parce qu'elle ne savait pas comment me l'annoncer, et qu'elle espérait que je pourrais comprendre. Comprendre? 25 ans de mariage. 25 ans à me lever avant tout le monde, pour aller travailler. 25 ans à payer les factures, à réparer ce qui était cassé, à sacrifier mes propres rêves, pour qu'ils puissent avoir tout ce dont ils avaient besoin. Et maintenant, ils me demandaient de comprendre,
comme si la compréhension était quelque chose qu'on pouvait simplement exiger, comme ça. De but en blanc. Dans le salon de cette maison que j'avais bâtie, entouré par les 3 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, il y a eu un très long silence. Et dans ce silence, quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Ça a simplement changé. Comme lorsqu'une clé tourne dans une serrure, et qu'un mécanisme s'enclenche. Un bruit petit, presque imperceptible, mais définitif. Je les ai regardés tous les 3, un par un. D'abord Aurore, puis Jonathan, puis Juliette. Et je n'ai rien dit pendant ce qui m'a semblé être de longues minutes. Ils attendaient une réaction. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je crie, que je supplie, ou que je m'effondre, juste là, sur le sol de ce salon. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je me suis levé lentement, je suis allé dans la chambre, et j'ai sorti une valise du placard. C'était la même valise que celle de notre lune de miel. J'ai commencé à plier mes vêtements, avec un calme que je ne comprenais pas moi-même à cet instant. Des chemises, des pantalons, des documents importants, et les photos qui n'appartenaient qu'à moi. Mes affaires, et seulement mes affaires. Aurore est apparue à la porte de la chambre, et elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je partais. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé de partir ce soir-là, que nous pouvions discuter, et que nous pouvions régler ça de manière civilisée. Je lui ai répliqué qu'il n'y avait plus rien à dire, que tout ce qu'ils avaient à m'annoncer, ils me l'avaient déjà dit. Et puis, je lui ai dit une chose que je retenais, sans le savoir, depuis des années. Je lui ai dit que jamais, à aucun moment de ma vie, je n'aurais imaginé que les 3 personnes que j'aimais le plus au monde, seraient capables de s'asseoir ensemble pour planifier ma destruction. Je ne l'ai pas dit avec colère. Je l'ai dit avec une lucidité glaciale, qui m'a surpris moi-même. J'ai fermé la valise, je l'ai prise de la main droite, j'ai marché dans le couloir, et je suis passé devant le salon, où Jonathan et Juliette étaient toujours assis, immobiles. Je ne les ai pas regardés. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi. Sans me retourner, sans larmes, avec le cœur brisé, mais la tête haute. Et, debout sur ce trottoir, devant la maison qui avait été la mienne pendant un quart de siècle, avec une valise à la main et le monde entier qui s'effondrait autour de moi, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas laisser cela me détruire. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. J'allais être l'homme qui se reconstruit. Mais avant de vous raconter la suite, vous devez comprendre qui j'étais avant ce jour-là. Parce que personne ne trahit quelqu'un sans raison. Et la raison qu'ils ont utilisée pour se justifier. Quand vous l'entendrez, vous comprendrez exactement pourquoi ce qui leur est arrivé ensuite, était exactement ce qu'ils méritaient. Pour comprendre la suite, il faut savoir qui j'étais avant cette nuit-là. Pas l'homme qui est parti avec une valise. Pas l'homme qui a fermé la porte sans se retourner. L'homme qui en était arrivé là. L'homme qui avait tout construit de zéro, et qui, sans le savoir, avait aussi bâti son propre piège. Je suis né dans une famille sans argent. Je ne dis pas ça pour susciter la pitié. Je le dis parce qu'il est important que vous compreniez. Mon père travaillait dans le bâtiment, et ma mère faisait des ménages chez les autres. Dès l'âge de 14 ans, j'aidais déjà à payer les factures de la maison. Il n'y a pas eu de longue enfance, ni d'adolescence insouciante. Il y avait le travail, les responsabilités, et la conviction que, si je ne bougeais pas, personne n'allait bouger à ma place. Cette idée était gravée si profondément en moi, qu'elle est devenue ma façon d'exister, travailler, subvenir aux besoins, soutenir. C'était ce que je savais faire. C'était ce que je croyais que signifiait aimer quelqu'un. J'ai rencontré Aurore quand j'avais 23 ans. Elle en avait 21. Elle était jolie, joyeuse, pleine de vie. Elle me regardait comme si j'étais quelqu'un de spécial. Et pour un homme qui avait grandi en se sentant invisible, ce regard valait plus que tout au monde. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Nous n'avions presque rien. Nous louions une petite chambre, partagions une vieille voiture, et je faisais des doubles journées pour que nous puissions mettre de l'argent de côté. Aurore travaillait aussi au début, mais quand Jonathan est arrivé, nous avons décidé ensemble qu'elle resterait à la maison. C'était une décision que nous avions prise tous les deux, ou du moins, c'est ce que je pensais. Jonathan est né quand j'avais 26 ans.
Juliette est arrivée 3 ans plus tard. Et avec chaque enfant qui naissait, je sentais la responsabilité se multiplier, mais aussi ma détermination. Car ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour eux. Pour ce garçon qui me regardait avec de grands yeux, pour cette fille qui s'endormait dans mes bras, pour Aurore, qui me disait que j'étais le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Savez-vous ce que ça fait à un homme qui a grandi en se sentant invisible? Ça le transforme en machine. Une machine à produire, à résoudre les problèmes, à soutenir les siens. Et je suis devenu exactement ça. Je me suis levé tôt chaque matin pendant 25 ans. J'ai accepté n'importe quel travail nécessaire. J'ai changé d'emploi quand une meilleure opportunité se présentait. J'ai appris de nouvelles choses quand le marché l'exigeait. J'ai fini par bien gagner ma vie. Pas de manière extraordinaire, mais suffisamment pour leur offrir leur propre maison, une voiture décente, des vacances une fois par an, et une éducation pour mes enfants, sans qu'ils aient à s'inquiéter de quoi que ce soit. Mais il y a un prix que j'ai payé, sans m'en rendre compte. Et ce prix s'appelle la présence. Je n'étais pas là pour beaucoup d'anniversaires. Je n'ai pas assisté à toutes les pièces de théâtre de l'école. Je n'ai pas écouté assez de conversations pendant le dîner, parce que je rentrais trop tard, ou trop fatigué. Je pensais que subvenir à leurs besoins suffisait. Je pensais que l'argent que je laissais sur la table chaque mois, était la façon la plus concrète de dire à ma famille que je l'aimais. Personne ne m'a dit que j'avais tort, ou si quelqu'un l'a fait, je n'ai pas su l'écouter. Parce que, quand vous passez toute votre vie à être la personne qui porte tout à bout de bras, vous ne savez pas comment vous arrêter. Vous ne savez pas comment relâcher le poids, sans avoir l'impression d'échouer. Et Aurore le savait. Elle connaissait cette part de moi, mieux que quiconque. Elle savait que si elle me disait que quelque chose n'allait pas, j'essaierais de le résoudre avec de l'argent ou du travail. Elle savait que je n'avais pas le vocabulaire émotionnel pour lui donner ce dont elle avait peut-être besoin. Et au lieu de m'en parler, au lieu de s'asseoir en face de moi pour me dire honnêtement que quelque chose n'allait plus dans notre mariage, elle a choisi une autre voie. Elle a choisi un autre homme. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Mais je sais car j'ai découvert plus tard des détails que j'aurais préféré ignorer qu'elle entretenait cette relation depuis plus d'1 an avant de me l'avouer. Une année entière. 365 jours durant lesquels j'ai continué à aller au travail, continué à payer le crédit immobilier, continué à croire que ma famille allait bien, alors que dans ma propre maison, un mensonge de la taille d'un immeuble se construisait. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas l'infidélité en elle-même. Ce qui m'a le plus blessé, c'est de découvrir que mes enfants savaient. Jonathan était au courant depuis plusieurs mois. Juliette depuis près d'1 an. Tous les deux avaient gardé ce secret. Tous les deux m'avaient regardé dans les yeux chaque fois que je rentrais à la maison. Chaque fois que je m'asseyais à table avec eux, chaque fois que je leur demandais comment ils allaient, ils m'avaient répondu normalement. Comme si de rien n'était. Comme si je ne méritais pas la vérité. Comme si protéger leur mère était plus important que respecter leur père. C'est ça qui fait le plus mal dans une trahison familiale. Ce n'est pas le coup initial. C'est l'accumulation des petits mensonges qui l'ont précédé. C'est réaliser que, alors que vous pensiez être au cœur de quelque chose, vous étiez en réalité laissé à la porte depuis très longtemps. La nuit où j'ai quitté la maison avec cette valise, je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit sans but pendant près d'1 heure. Je ne pleurais pas. Je n'y arrivais pas. C'était comme si mon corps s'était déconnecté de mes émotions, pour me protéger de l'impact total. J'ai roulé dans des rues que je connaissais par cœur. Je suis passé devant des endroits qu'Aurore et moi avions visités ensemble. Et tout me semblait à la fois familier, et complètement étranger. Comme si c'était la ville de quelqu'un d'autre. Comme si ma vie avait été celle d'un autre, et que je venais de me réveiller au beau milieu, sans savoir comment j'y étais arrivé. Je me suis arrêté sur un parking désert. J'ai coupé le moteur, et là, seul dans l'obscurité de cette voiture, j'ai ressenti pour la première fois le poids réel de ce qui venait de se passer. Je ne pleurais toujours pas, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'a peut-être pas de nom. Une sorte de vide immense et glacial, qui remplit toute votre poitrine, et vous donne l'impression que respirer demande un effort conscient. Que si vous arrêtez de penser à respirer, vous allez tout simplement cesser de le faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé mes contacts, et j'ai réalisé une chose qui m'a frappé presque aussi fort que la trahison elle-même. Je ne savais pas qui appeler.
25 ans à construire une vie pour ma famille, et je n'avais personne à appeler dans le moment le plus difficile de mon existence. Les amis avaient été laissés sur le bord du chemin. Les sorties, les projets, les conversations. Tout avait été sacrifié sur l'autel des responsabilités familiales. J'avais tellement donné de moi-même à l'intérieur de la maison, qu'à l'extérieur, il ne restait presque plus rien. Presque rien, mais pas tout à fait rien. Il y avait un nom sur mon téléphone, que j'ai hésité à composer. Hector. Un ami d'enfance avec qui j'avais perdu contact depuis des années, mais qui, de temps en temps, m'envoyait un message pour prendre de mes nouvelles. Je remettais toujours ça à plus tard. J'étais toujours occupé. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Mais cette nuit-là, dans ce parking sombre, avec une valise sur la banquette arrière et ma vie entière en morceaux, j'ai composé son numéro sans trop réfléchir. Il a décroché à la deuxième sonnerie, comme s'il m'attendait. J'ai prononcé seulement 3 mots, « J'ai besoin d'aide ». Et il a répondu, « Dis-moi où tu es ». C'était tout. Pas de questions, pas de jugement, pas de discours. Je n'avais pas besoin d'entendre ça à ce moment-là. Juste ces 5 mots, qui, à cet instant, étaient les mots les plus importants que l'on m'ait dit depuis très longtemps. J'ai conduit jusqu'à chez lui. Il était presque 23 heures. Hector a ouvert la porte en pyjama, a regardé mon visage, et sans dire un mot, m'a fait entrer. Il m'a mis un verre d'eau dans la main, s'est assis en face de moi en silence, et a attendu. Sans me presser, sans le poids d'aucune attente. Et là, pour la première fois depuis que j'avais fermé cette porte, j'ai laissé sortir quelque chose. Je ne pleurais pas encore, mais j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Chaque mot qu'Aurore avait prononcé, chaque seconde du silence de Jonathan. Chaque instant où Juliette avait fixé le sol. Et Hector a tout écouté, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Ézéchiel, l'homme qui a construit tout ça de zéro, peut construire quelque chose de nouveau. Ce qui a été perdu ce soir, ce n'est pas toi. C'est juste une version de toi, qui ne te sert plus. » Je ne l'ai pas totalement compris cette nuit-là, mais j'ai gardé ça en moi. Je l'ai gardé dans le seul endroit que personne n'avait encore pu toucher. J'ai dormi sur le canapé d'Hector cette première nuit, et les 4 suivantes aussi. Ce n'était pas un canapé confortable. C'était un de ces vieux meubles qui ont connu trop de déménagements, avec un ressort au milieu qui vous rentre dans le dos si vous ne vous placez pas exactement au bon angle. Mais j'ai bien dormi. Ou du moins, mieux que je ne l'aurais imaginé. Peut-être parce que le corps, lorsqu'il est vraiment épuisé de porter quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps, trouve le repos même dans les endroits les plus inconfortables. Ou peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait personne à côté de moi qui me mentait. Les premiers jours ont été étranges. Pas d'une manière dramatique, pas comme dans les films, où le protagoniste pleure en regardant par la fenêtre avec une musique triste en fond. C'était une étrangeté plus silencieuse, plus quotidienne. Je me réveillais, et pendant les premières secondes, avant que ma mémoire ne s'enclenche complètement, tout allait bien. Et puis le souvenir revenait. Pas comme un coup violent, mais plutôt comme une marée lente, constante, et inévitable. Et là, je devais décider à nouveau, chaque matin, si j'allais me laisser couler, ou si j'allais me lever. J'ai choisi de me lever, non pas parce que c'était facile, mais parce que l'alternative n'était pas une option pour moi. Hector vivait seul depuis 3 ans. Il avait lui aussi divorcé, bien que dans des circonstances très différentes des miennes, et il avait appris à se construire une vie modeste, mais ordonnée. Il avait sa routine, son travail, ses espaces. Et, sans en faire un drame, il m'a intégré à cette routine avec un naturel que j'ai apprécié, plus que je n'étais capable de l'exprimer à l'époque. Il m'a laissé utiliser la cuisine. Il m'a prêté des vêtements de rechange pendant que j'organisais mes affaires. Il m'a invité à marcher avec lui le matin, une chose qu'il faisait tous les jours, et que je n'avais jamais faite de ma vie d'adulte, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à régler. Ces promenades matinales ont été, sans exagération, l'une des choses qui m'ont le plus aidé au cours de ces premières semaines. Il y avait quelque chose dans le simple fait de marcher sans destination obligatoire, sans montre pour indiquer l'heure, sans personne n'attendant rien de moi, qui a commencé à desserrer quelque chose que je gardais très enfoui à l'intérieur. Nous marchions en silence la plupart du temps. Hector n'était pas du genre à combler le silence avec des mots inutiles.
Et moi, qui avais été entouré de bruit et d'obligations toute ma vie, j'ai découvert que le silence n'était pas vide. C'était de l'espace. Un espace que je ne m'étais jamais donné la permission d'occuper. Mais le monde ne s'arrête pas parce que votre vie s'est effondrée. Les factures n'attendent pas. Les engagements ne disparaissent pas. Et j'avais des questions pratiques à régler, avec une urgence que je ne pouvais ignorer. La première, et la plus immédiate, était l'argent. Je travaillais toujours, Dieu merci, et mon salaire continuait de tomber. Mais le compte bancaire que je partageais avec Aurore depuis 25 ans, était un territoire compliqué. Il y avait des économies. Il y avait de petits investissements que nous avions faits ensemble. Il y avait aussi des dettes. Le crédit de la maison principalement, pour lequel il restait encore plusieurs années à payer. Rien de tout cela n'allait se résoudre tout seul. Et je savais que si je n'agissais pas vite, je risquais de perdre bien plus que ce que j'avais déjà perdu. J'ai appelé un avocat. Je n'en connaissais aucun en qui j'avais confiance. Alors, Hector m'a recommandé celui qui s'était occupé de son propre divorce. Un homme direct, pragmatique, qui m'a expliqué clairement quelle était ma situation juridique, et quelles étaient mes options. La conversation a duré près de 2 heures. À la fin, j'avais la tête pleine de termes juridiques, et l'estomac noué par cette anxiété froide qui s'installe quand on réalise qu'une vie, construite sur des décennies, peut être réduite à une série de documents, de chiffres et de négociations. Mais je suis aussi sorti de cette réunion avec quelque chose d'important, de la clarté. Je savais à quoi m'attendre. Je connaissais mes droits. Et je savais que, même si le processus allait être difficile, je n'étais pas dans une position aussi vulnérable qu'Aurore l'avait sans doute espéré. Car oui, j'y pense maintenant, et je le pensais déjà à l'époque, Aurore comptait sur mon effondrement. Elle comptait sur le fait que la douleur me paralyserait suffisamment, pour qu'elle puisse gérer les termes de la séparation à son avantage. J'avais déjà vu cette tactique dans les divorces de connaissances, et j'en reconnaissais le schéma. Les aveux soudains, le front uni avec les enfants, la pression émotionnelle pour que je prenne des décisions hâtives, à un moment de vulnérabilité maximale. Mais ça n'a pas marché, parce que je ne me suis pas effondré. Je suis parti. Et cette différence a tout changé. C'est lors de la 2e semaine loin de chez moi, que j'ai commencé à ressentir le véritable coup. Non pas le coup émotionnel de la trahison, mais le coup physique de l'absence. Des choses stupides me manquaient. Le bruit de la cafetière le matin, l'odeur de la maison, la façon dont la lumière traversait la fenêtre de la chambre à une certaine heure de l'après-midi. Des choses que vous ne savez pas que vous aimez, jusqu'à ce que vous ne les ayez plus. Et avec ces choses, les souvenirs sont venus aussi. De bons souvenirs. De vrais moments de bonheur que nous avions vécus ensemble, Aurore et moi, avant que quelque chose ne s'estompe entre nous, sans qu'aucun de nous ne sache exactement quand cela avait commencé. C'est la chose la plus cruelle dans une longue trahison. Elle n'efface pas les bons moments. Elle les contamine. Elle les laisse là, intactes dans la mémoire, mais avec une ombre au-dessus d'eux qui change leur signification. Et vous vous retrouvez sans savoir quoi en faire. Faut-il les garder, les jeter, ou simplement apprendre à les regarder de loin, comme les reliques d'une version de votre vie qui n'existe plus? Il y a eu une nuit, la 10e ou la 11e depuis mon départ, où j'ai enfin pleuré. Ce n'étaient pas des pleurs dramatiques. C'était silencieux. J'étais assis sur le canapé d'Hector, la télévision allumée sur une chaîne que je ne regardais pas. Et soudain, ma poitrine s'est serrée d'une manière que je ne pouvais plus contrôler. J'ai pleuré pour Aurore. J'ai pleuré pour ces années. J'ai pleuré pour Jonathan et Juliette, non pas de colère, mais avec une profonde tristesse pour la relation que nous avions eue, et qui ne serait plus jamais la même. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été. Celui qui avait travaillé si dur, et qui s'était si peu reposé. Celui qui avait cru que l'amour se démontrait par l'effort, et non par la présence. J'ai pleuré pendant une longue heure, et quand j'ai eu fini, je me suis senti différent. Pas guéri, pas complètement soulagé, mais plus léger. Comme si j'avais eu besoin d'évacuer exactement cela, pour être capable de continuer à avancer. Hector n'a jamais mentionné cette nuit-là. Le lendemain matin, nous sommes allés marcher comme d'habitude, nous avons pris un café comme d'habitude, et il a continué à être ce même homme discret, qui n'avait pas besoin de transformer chaque moment difficile en une conversation sur les sentiments. Et je l'ai remercié en silence, de la manière dont les hommes se remercient parfois pour les choses les plus importantes, sans mots,
mais avec toute la certitude du monde. C'est au cours de cette 3e semaine qu'Hector m'a parlé d'une opportunité. Il travaillait dans une entreprise de logistique et de distribution de taille moyenne, et il savait qu'il cherchait quelqu'un pour un poste de superviseur, dans une succursale qu'il venait d'ouvrir dans un autre quartier de la ville. Ce n'était pas un travail glamour. Il ne payait pas ce que je gagnais à l'époque, mais il m'offrait quelque chose que mon emploi actuel ne m'apportait plus, de la distance. De la distance par rapport à tout ce qui me rappelait la vie que je venais de perdre. Un nouveau bureau, de nouveaux visages, de nouvelles routines. Un endroit où personne ne me regarderait avec pitié, ni avec ce malaise qu'ont les gens quand ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui vient de se séparer. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Parce que quelque chose en moi avait commencé à comprendre que reconstruire une vie, ne signifie pas récupérer ce qui a été perdu. Cela signifie avoir le courage de construire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui vous appartient vraiment. Pas de la version de vous qui existait pour les autres, ni de la version que vous ne connaissez pas encore, mais qui est là, à attendre, de l'autre côté de toute cette douleur. Je ne le voyais pas encore clairement, mais je le sentais. Et parfois, le ressentir suffit pour faire le pas suivant. J'ai accepté le poste. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne décision. Et parfois, la vie met devant vous exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous vous y attendez le moins. Ce n'est pas emballé avec un ruban, ni accompagné d'une explication claire. C'est simplement là, disponible, attendant que vous ayez assez de courage pour le saisir. J'ai parlé à Hector le soir même. Je lui ai dit oui, que je voulais rencontrer les gens de l'entreprise, que je voulais en savoir plus sur le poste, et que j'étais prêt à commencer à un niveau inférieur, si cela signifiait un nouveau départ, dans un endroit où personne ne me connaissait comme l'homme dont la famille l'avait trahi. Hector a souri, d'une manière qui n'était pas une célébration, mais plutôt un soulagement. Comme s'il avait attendu cette réponse, et qu'il n'avait pas voulu me presser, pour que j'y arrive par moi-même. L'entretien a eu lieu une semaine plus tard. J'ai mis les vêtements les plus présentables que j'avais dans cette valise, que j'avais préparée si calmement cette nuit-là. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain d'Hector, et j'ai vu un homme qui avait l'air plus fatigué que dans mes souvenirs. Mais aussi plus honnête. Sans le fardeau de faire semblant que tout va bien, sans le masque qu'on porte quand on vit un mensonge sans le savoir. Juste moi, 49 ans, une vie en morceaux, et la détermination de ne pas rester parmi les décombres. L'entretien a duré 40 minutes. Le responsable des ressources humaines était un jeune homme, beaucoup plus jeune que moi, mais il savait écouter. Je lui ai parlé de mon expérience, des années où j'avais travaillé dans le secteur, des responsabilités que j'avais gérées. Je ne lui ai pas parlé de ma vie personnelle, bien sûr. Mais je pense que quelque chose dans ma façon de parler, dans la manière directe et sans fioriture dont je répondais à chaque question, lui a donné l'impression que j'étais quelqu'un qui n'avait plus de temps à perdre à tourner autour du pot. Ils m'ont appelé 3 jours plus tard pour me dire que le poste était à moi. Ce soir-là, Hector a ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour les grandes occasions, et nous avons trinqué dans la petite cuisine de son appartement, sans discours, sans célébrations exagérées. Juste 2 hommes, qui avaient assez vécu pour savoir que les vrais commencements ne se font pas en fanfare. Ils arrivent en silence, presque sans qu'on s'en aperçoive, comme l'aube qui ne demande pas la permission d'apparaître. J'ai commencé le travail le lundi suivant. Le premier jour a été exactement ce dont j'avais besoin, et exactement ce que je redoutais en même temps. Personne ne me connaissait. Personne ne savait rien de moi au-delà de ce que disait mon CV. Personne ne me regardait avec ce mélange de compassion et de malaise, que j'avais commencé à détecter dans les yeux de mes anciens collègues. Ces gens qui avaient, d'une manière ou d'une autre, appris ce qui s'était passé, et qui ne savaient plus comment se comporter avec moi. Ici, j'étais simplement Ézéchiel, le nouveau superviseur. L'homme qui arrivait à l'heure, qui faisait son travail sans se plaindre, et qui prenait son café seul, en silence, pendant la pause du matin. Il y avait quelque chose de libérateur à être un inconnu. Toute ma vie d'adulte avait été définie par mes rôles. Le mari d'Aurore, le père de Jonathan et Juliette, l'homme responsable, le pourvoyeur, celui qui ne faillissait jamais. Et là, pour la première fois, j'étais simplement moi. Sans histoire connue, sans attente héritée, sans le poids d'une identité construite pour les autres. Les premières semaines dans ce nouveau travail ont été intenses, mais bonnes. L'équipe était petite,
environ 12 personnes, et il y avait une dynamique qu'il m'a fallu un peu de temps pour cerner, mais une fois comprise, elle était gérable. Il y avait les tensions normales de n'importe quel environnement de travail, de petits conflits de personnalité, différentes façons de faire les choses, mais rien qui ne puisse être géré avec de la patience, et l'expérience qui vient avec l'âge. Je me suis concentré sur le travail avec une intensité qui a surpris même mes nouveaux collègues. Non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de concret dans lequel canaliser l'énergie qui, autrement, se serait transformée en rumination. En pensée circulaire. En ce genre de sombres réflexions qui détruisent les hommes de l'intérieur, quand ils n'ont nulle part où diriger leurs forces. Le travail a été mon encre pendant ces mois. Et en même temps, pour la première fois de ma vie, ce n'était pas seulement du travail. Parce qu'Hector m'avait appris quelque chose avec ses promenades matinales, que je n'avais pas su m'accorder depuis des décennies, la valeur de mon propre temps. J'ai commencé à marcher seul, moi aussi. Pas toujours avec Hector, mais parfois par moi-même, l'après-midi après le travail, le long d'itinéraires que je découvrais sans me presser. J'ai trouvé un parc à 20 minutes de l'entreprise, qui avait un banc en face d'un petit lac artificiel. Je m'y suis assis plusieurs après-midi de suite, sans rien faire d'autre que regarder l'eau, et laisser passer mes pensées sans m'y accrocher. Ça paraît trivial. Mais pour un homme qui avait passé 25 ans sans jamais s'arrêter, apprendre à s'asseoir sans culpabilité, était presque un acte révolutionnaire. C'est dans ce parc que j'ai rencontré Stéphanie. Ce n'était pas une rencontre digne d'un film. Il n'y a pas eu d'échange de regards à travers une pièce illuminée, pas de musique de fond, aucun de ces moments que le cinéma nous a appris à attendre, quand quelque chose d'important est sur le point d'arriver. C'était beaucoup plus simple que ça. Elle était assise sur le même banc que j'avais l'habitude d'occuper, en train de lire un livre. Je suis arrivé, sans me rendre compte que quelqu'un était déjà là. Je me suis excusé, je cherchais un autre endroit. Elle a levé les yeux de son livre, et m'a dit qu'il y avait assez de place pour nous deux. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Elle continuait à lire, je continuais à regarder l'eau. Et puis, sans qu'aucun de nous ne l'ait prévu, nous avons commencé à discuter. Je ne me souviens pas exactement de quoi parlait notre première conversation. Je crois que ça a commencé par quelque chose sans importance. Le temps, le parc, un commentaire banal sur la ville. Mais il y avait quelque chose dans la façon de parler de Stéphanie, que j'ai trouvé différent de tout ce que j'avais connu depuis longtemps. Elle était directe, sans être brusque. Elle était curieuse, sans être envahissante. Elle posait des questions avec un intérêt sincère qu'elle n'essayait pas de cacher, mais elle n'exigeait pas non plus de réponse. Et elle avait une façon d'écouter, les yeux posés sur vous, le corps orienté vers la conversation, qui vous donnait l'impression que ce que vous disiez comptait vraiment. Nous avons discuté pendant près d'une heure ce premier jour. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a donné son prénom. Je lui ai donné le mien, et c'est tout. Il n'y a pas eu d'échange de numéro de téléphone cette première fois. Il n'y a eu aucun geste chargé d'intention. Juste deux personnes qui s'étaient assises sur le même banc, et qui avaient découvert qu'il était agréable de parler à quelqu'un qui ne vous connaissait pas d'avant. Je suis retourné au parc le lendemain. Et le jour suivant, à la même heure, sur le même banc. Je dis la vérité quand j'affirme que je n'y suis pas allé pour la chercher consciemment. Mais je n'aurais pas été dérangé de la retrouver non plus. Et le troisième jour, elle était là, à nouveau. Cette deuxième conversation a été plus longue, et la troisième plus longue encore. Petit à petit, sans rien forcer, j'ai appris à connaître une partie de son histoire. Stéphanie avait 44 ans. Elle avait elle aussi traversé un chapitre difficile quelques années auparavant. Une longue relation qui s'était terminée d'une manière qui l'avait obligée à réapprendre qui elle était, lorsqu'elle avait cessé d'être la moitié de quelqu'un d'autre. Elle savait ce que signifiait se reconstruire. Elle l'avait fait. Et quand, avec prudence et sans entrer dans les détails douloureux, je lui ai raconté un peu ce que j'avais traversé ces derniers mois, elle ne m'a pas regardé avec pitié. Elle m'a regardé avec reconnaissance. C'est ce qui m'a le plus touché. Pas la compassion, la reconnaissance. Parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui vous regarde en pensant « le pauvre » et quelqu'un qui vous regarde en pensant « je suis passé par là aussi ». La pitié vous rabaisse. La reconnaissance vous rend égaux. Et moi, qui avais passé des mois à me sentir diminué par ce que ma famille m'avait fait, j'avais besoin que quelqu'un me voie comme un égal,
bien plus que je n'aurais pu l'exprimer avec des mots. Je ne suis pas tombé amoureux de Stéphanie du jour au lendemain. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'était quelque chose de beaucoup plus graduel, de plus honnête. Quelque chose construit sur de vraies conversations et des silences partagés, plutôt que sur des impulsions ou le besoin de combler un vide. Nous avons commencé à nous voir plus souvent. D'abord dans le parc, puis en prenant un café dans un endroit tout proche. Ensuite, en nous promenant dans différents quartiers de la ville, qu'aucun de nous n'avait complètement exploré. Et à un moment donné de ce processus, sans qu'il y ait un moment exact que je puisse pointer sur un calendrier, j'ai réalisé une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années, je me sentais bien. Pas bien dans le sens où tout était résolu, ou que la douleur avait complètement disparu. Mais bien, dans le sens le plus simple et le plus puissant du terme. Bien quand je marchais. Bien quand je parlais. Bien quand je riais à quelque chose qu'elle disait. Bien quand je rentrais chez moi qui n'était plus le canapé d'Hector, mais un petit appartement que j'avais loué quelques semaines auparavant, et que je repensais à la conversation de la journée, en souriant sans que personne ne me regarde. Ce genre de bien-être que personne ne peut vous donner, si vous ne l'avez pas d'abord construit de l'intérieur. Et pendant que je construisais tout ça, pendant que j'apprenais lentement à être une version de moi-même qui n'existait pas pour soutenir qui que ce soit, mais simplement pour vivre. De retour dans la maison que j'avais laissée derrière moi, les choses commençaient à bouger. Je l'ignorais encore. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Cela faisait presque 4 mois que j'avais quitté cette maison, quand j'ai reçu le premier message de Juliette. Ce n'était pas un long message. Ce n'était pas des excuses élaborées, ni une explication détaillée de tout ce qui s'était passé. C'était juste quelques lignes, disant qu'elle voulait savoir comment j'allais. Qu'elle pensait à moi. Qu'elle espérait que j'allais bien. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai éteint l'écran, et j'ai posé le téléphone face contre table. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le lendemain. Non pas parce que je voulais la punir, ou parce que j'échafaudais une stratégie de silence pour la faire se sentir mal. Mais parce que j'avais sincèrement besoin de temps pour décider de ce que je ressentais, avant de décider de ce que j'allais dire. Car j'avais appris, au cours de ces 4 mois de solitude et de reconstruction, que réagir rapidement sous le coup de la douleur, ne mène presque jamais à rien de bon. Et que parfois, la réponse la plus intelligente, est tout simplement de ne pas répondre, jusqu'à ce que l'on puisse le faire depuis un endroit qui n'est pas la plaie grande ouverte. J'ai répondu 3 jours plus tard, avec peu de mots. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'appréciais qu'elle prenne de mes nouvelles, et que, lorsqu'elle serait prête à avoir une vraie conversation, je serais disposé à l'écouter. Juliette a mis 2 semaines de plus pour écrire à nouveau. Cette deuxième fois, c'était différent. Elle m'a écrit un long message. Le genre de message dont on devine qu'il a été réécrit plusieurs fois avant d'être envoyé, parce que chaque mot a été choisi avec soin. Elle m'a dit qu'elle était désolée. Qu'elle savait que ce qu'elle avait fait, en gardant ce secret si longtemps, avait été une trahison aussi grande que celle de sa mère, bien que d'une nature différente. Qu'elle n'avait pas d'excuse valable. Seulement l'explication qu'elle avait eu peur. Peur de perdre sa mère si elle parlait. Peur de détruire la famille si elle disait la vérité. Peur, au fond, de faire face à une situation qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. Je l'ai lu lentement. Très lentement. Et quelque chose en moi a bougé. Cela n'a rien résolu, la douleur n'a pas disparu. Mais ça a bougé, parce qu'en dessous de toute la colère que je portais encore envers elle, il y avait quelque chose de plus ancien et de plus profond, qui était l'amour d'un père. Et cet amour ne disparaît pas parce que quelqu'un vous déçoit. Il se complique, il se charge de multiples couches, mais il ne disparaît pas. J'ai répondu avec honnêteté. Je lui ai dit que je l'aimais, que ce n'était pas remis en question. Mais que le mal qu'il m'avait fait, elle y compris, était réel, et qu'il faudrait du temps pour l'accepter. Que je ne pouvais pas lui promettre que tout redeviendrait comme avant, parce que ce qui existait avant, avait cessé d'exister. Mais que, si elle voulait construire quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, j'étais prêt à essayer, petit à petit. C'était la conversation la plus adulte que nous ayons eue depuis des années. Avec Jonathan, ce fut différent. Complètement différent. Jonathan ne m'a pas écrit pour s'excuser. Il m'a appelé un mardi après-midi, avec une énergie que j'ai reconnue immédiatement, parce que je l'avais entendue toute sa vie. C'était l'énergie de quelqu'un qui veut quelque chose.
Pas de quelqu'un qui vient pour donner, mais de quelqu'un qui vient pour demander. Et avant qu'il n'ait prononcé plus de 3 phrases, je savais déjà que cet appel ne visait pas à réparer quoi que ce soit entre nous. Il m'a dit qu'Aurore avait pris des décisions concernant la maison, qu'elle avait parlé à des avocats, qu'il y avait des choses en jeu qui affectaient aussi les enfants, et qu'il pensait que je devais être au courant. Entre les lignes, avec cette habileté qu'ont certaines personnes de demander sans dire directement qu'elles demandent, il suggérait que si j'agissais d'une certaine manière dans la procédure légale, si je cédais sur certains points, si je ne me battais pas trop, les choses pourraient se résoudre plus pacifiquement pour tout le monde. Pour tout le monde. Il m'a répété cette phrase 2 fois. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Et quand il a eu fini, je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé s'il m'avait appelé pour s'excuser de ce qu'il m'avait dit cette nuit-là dans le salon, ou s'il m'avait appelé parce qu'il avait besoin de moi pour cette procédure légale. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, qui a duré assez longtemps pour me donner la réponse sans avoir besoin de mots. Puis, il m'a dit que les 2 choses n'étaient pas incompatibles. Je lui ai répondu qu'il avait raison, que les 2 choses pouvaient coexister, mais que j'allais traiter chacune séparément, et dans le bon ordre. D'abord le personnel, ensuite le pratique. Et que, s'il voulait parler du personnel, sincèrement et sans arrière-pensée, j'étais disponible. Mais que, si ce qu'il voulait, c'était négocier des termes légaux en utilisant la relation père-fils comme monnaie d'échange, ça n'allait pas marcher. Que pour ça, il avait un avocat, et que nos 2 avocats pouvaient se parler. Jonathan a raccroché sans dire au revoir. Je n'ai pas été surpris, et ça ne m'a pas fait aussi mal que je l'aurais cru. Parce qu'il y a une chose que ces mois m'avaient apprise avec une clarté brutale, quand vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des personnes qui vous ont blessé, vous cessez aussi d'avoir peur d'elles. Et sans cette peur, les conversations difficiles deviennent gérables. Pas faciles, mais gérables. Avec Aurore, il n'y a eu aucun appel ni message direct pendant ces premiers mois. Tout passait par les avocats, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Mais j'avais de ces nouvelles par des canaux indirects. Par des connaissances communes, par des choses que Juliette mentionnait involontairement au détour d'une conversation. Et ce qui m'est parvenu, dessinait un tableau qui ne m'a pas exactement réjoui, car je ne suis pas un homme qui se délecte de la souffrance des autres, mais cela confirmait ce que j'avais commencé à soupçonner dès le début. La relation d'Aurore avec cet autre homme n'allait pas bien. Apparemment, la version de cet homme qu'Aurore avait connue pendant leur romance secrète, était bien différente de celle qui est apparue lorsque la relation est devenue officielle et quotidienne. Ça arrive. Ça arrive plus souvent que les gens ne l'admettent. Quand une relation naît dans le secret, dans l'excitation de l'interdit, dans des rencontres volées et des mensonges entretenus, elle possède une intensité artificielle qui ne survit pas au contact de la réalité. Aux factures, au quotidien, aux petits désaccords qui s'accumulent, à l'absence de cette adrénaline qui, auparavant, rendait tout si spécial. Mais c'était le problème d'Aurore, pas le mien. Mon problème, ou plutôt mon occupation, était tout autre. Parce que pendant que tout cela se passait, pendant que les avocats échangeaient des documents, que Jonathan gérait sa fierté blessée, et que Juliette essayait de reconstruire quelque chose d'honnête avec moi, je construisais quelque chose que je n'avais jamais eu dans ma vie d'adulte. Je construisais une vie qui m'appartenait. L'appartement que j'avais loué était petit. Beaucoup plus petit qu'une maison. Une chambre, un salon qui servait aussi de salle à manger, une cuisine étroite, et une salle de bain où la douche était trop près du lavabo. Ce n'était pas ce que j'avais eu, mais c'était à moi. Uniquement à moi. Et j'ai commencé à y mettre des choses avec une lenteur délibérée, sans me presser. En choisissant chaque objet, non pas parce qu'il remplissait un espace, mais parce qu'il me plaisait. Une bonne cafetière, une de celles qui font du vrai café. Une plante que Stéphanie m'a offerte un après-midi, en disant que chaque endroit a besoin de quelque chose de vivant. Quelques livres que je voulais lire depuis des années et pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. Une lampe à lumière chaude, qui rendait les nuits chaleureuses plutôt que vides. De petites choses, mais complètement à moi. Et Stéphanie était toujours là. Non pas d'une manière qui envahissait ce nouvel espace que je bâtissais, mais d'une manière qui le complétait. Elle comprenait, parce qu'elle l'avait vécu aussi, que se reconstruire exige d'avoir son propre territoire. Que l'amour qui naît après les blessures a besoin d'air, pas de mur. Et nous nous sommes rapprochés avec cette conscience partagée. Sans précipitation, sans le besoin de tout définir avant de le vivre.
Il y a eu un soir où nous sommes allés dîner, juste tous les deux, dans un restaurant où aucun de nous n'était jamais allé. Ce n'était pas un endroit cher. C'était un de ces petits établissements avec des tables en bois, un éclairage tamisé, et un menu qui change selon les produits frais du jour. Nous avons parlé pendant des heures. De tout et de rien. Des choses que nous avions apprises de nos vies brisées, de ce que nous voulions pour les années à venir, des peurs que nous portions encore et que nous ne faisions plus semblant d'ignorer. Et à un moment donné, ce soir-là, alors qu'elle parlait de quelque chose dont je ne me souviens plus exactement, j'ai réalisé que j'étais totalement présent. Je ne pensais pas au travail, je ne calculais pas les tâches en attente, je ne portais le poids d'aucune culpabilité, d'aucune obligation. Juste là, à cette table, à écouter cette femme qui me donnait l'impression qu'exister, c'était bien plus que produire et soutenir les autres. C'est ce qu'Aurore n'avait jamais su me donner. Pas parce qu'elle était une mauvaise personne, mais parce que je n'avais pas su le demander non plus. Parce qu'aucun de nous n'avait su construire ça entre nous, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avec Stéphanie, c'était différent, et je le savais. Je le savais avec une certitude tranquille, sans urgence ni euphorie. Le genre de certitude à laquelle on peut vraiment se fier. Ce que j'ignorais encore, c'est que les choses dans la maison que j'avais laissée derrière moi étaient sur le point de devenir beaucoup plus compliquées, et que, très bientôt, les personnes qui m'avaient abandonné allaient réapparaître à ma porte. Mais cette fois-ci, je n'étais plus le même homme qu'ils avaient connu. C'est un jeudi matin que j'ai reçu cet appel inattendu. Ce n'était pas Juliette. Ce n'était pas Jonathan. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré. Mais je l'ai reconnu immédiatement lorsque la voix a parlé à l'autre bout du fil. C'était Aurore. Directement, sans avocat entre nous, sans intermédiaire. Juste elle, avec une voix qui sonnait différemment de celle dont je me souvenais. Plus étouffée, plus petite. Comme si on lui avait enlevé ce qui, autrefois, la faisait paraître si sûre d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler. Que ce n'était pas au sujet de la procédure de divorce. Que c'était quelque chose de personnel. Je lui ai dit qu'elle avait 5 minutes, et que je l'écoutais. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne commence à parler. Et quand elle l'a fait, ce qu'elle m'a dit n'était rien de ce que j'aurais pu imaginer dans n'importe quel scénario au cours de ces derniers mois. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur. Avec ces mots précis, qu'elle avait fait une erreur, et qu'elle le savait. Que la relation avec cet autre homme s'était révélée être complètement différente de ce qu'elle avait cru. Qu'elle avait réalisé avoir détruit une vraie vie pour quelque chose qui n'était finalement qu'une illusion. Et que, même si elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne ou que les choses redeviennent comme avant, elle avait besoin de me le dire. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Et quand elle a terminé, je lui ai répondu avec le même calme froid que j'avais appris à utiliser dans les moments qui exigent de la clarté plutôt que de l'émotion. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me l'avoue. Que c'était courageux de reconnaître une erreur d'une telle ampleur. Mais que ses regrets, bien que je les reçoive avec respect, ne changeaient rien à ce qui s'était passé, ni aux décisions que j'avais prises depuis. Que ma vie avait avancé. Que j'avais avancé, et qu'il n'y avait aucun moyen de retourner à ce que nous avions été. Non pas parce que je le disais avec colère, mais parce que ce chemin, tout simplement, n'existait plus. Aurore n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Puis, elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. Je n'avais aucune obligation de répondre à cela. Légalement, moralement, dans aucun sens, je n'avais à lui donner cette information. Mais j'ai répondu que oui. Que j'avais rencontré quelqu'un, que j'étais heureux, et que ce bonheur n'était pas une réponse à ce qu'elle m'avait fait, mais le résultat d'avoir choisi de construire quelque chose de nouveau, au lieu de rester anéanti parmi les décombres de l'ancien. Nouvelle longue pause. Et puis, Aurore a raccroché. Je n'ai plus eu de ces nouvelles directement pendant plusieurs semaines après cet appel, mais les informations continuaient d'affluer par les canaux indirects habituels. Et ce qui me parvenait confirmait que sa situation s'était aggravée, d'une manière que je n'aurais jamais consciemment souhaité pour elle, mais dont je ne pouvais pas non plus faire semblant d'être surpris. L'homme pour qui Aurore avait détruit notre mariage s'était révélé être exactement le genre de personne charmante lorsqu'elle n'a pas de responsabilité, et complètement différente lorsqu'elle en a. Quand la nouveauté de la romance secrète s'est dissipée et que la relation est devenue le quotidien, des traits de caractère sont apparus, que le déguisement de l'amant passionné avait masqué pendant des mois. Il était irresponsable avec l'argent. Il était émotionnellement instable. Il avait une façon de traiter les gens sous pression,
qui n'avait rien à voir avec l'homme qu'Aurore pensait connaître. Et Aurore, qui avait quitté une vie de 25 ans de stabilité financière pour cette relation, a commencé à faire face à des conséquences pratiques qui l'ont frappé de plein fouet. La maison était toujours en procédure légale, et les dépenses quotidiennes lui incombaient d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Car, pendant 25 ans, c'était moi qui avais tout pris en charge, et elle n'avait jamais eu à se soucier des détails financiers que je gérais en silence. Désormais, ces détails étaient de sa responsabilité. Et sans le filet de sécurité que j'avais représenté pendant des décennies, la réalité avait un goût bien différent. Je ne l'ai pas su par elle. Je l'ai su par Juliette, qui, au cours d'une de nos conversations, sans vouloir jouer les messagères mais incapable de cacher l'inquiétude qu'elle ressentait pour sa mère, m'a confié que les choses n'allaient pas bien à la maison. Que Aurore était stressée. Que l'atmosphère était tendue. Que Juliette elle-même avait pensé à déménager, car la situation était devenue difficile à supporter. J'ai dit à Juliette que si elle avait besoin de quoi que ce soit, si elle, personnellement, avait besoin de soutien, j'étais là. Mais que les problèmes d'Aurore étaient les problèmes d'Aurore. Que je ne pouvais pas, et que je ne voulais pas, être la solution aux conséquences de la décision qu'elle avait elle-même prise. Juliette a compris. Et à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Ma fille avait mûri. La conversation que nous avions n'était pas la conversation d'une fille qui prend le parti de sa mère et parle au père en son nom. C'était la conversation d'une jeune femme qui apprenait à séparer les liens. À aimer les deux personnes, sans demander à l'une de résoudre les problèmes de l'autre. Elle avait grandi pendant ces mois, et moi, malgré toute la douleur, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Avec Jonathan, la situation était plus compliquée. Jonathan avait pris parti de manière si définitive, cette nuit-là dans le salon, que le chemin du retour était plus long, et plus difficile que celui de Juliette. Non pas parce que je lui rendais la tâche plus difficile, mais parce que lui-même semblait ne pas savoir comment l'emprunter. Chaque fois qu'il y avait un contact, que ce soit pour la procédure légale ou pour une question précise, Jonathan adoptait cette attitude de quelqu'un qui sait qu'il a commis une erreur, mais qui n'a toujours pas trouvé le moyen de le dire, sans que cela ne coûte trop cher à sa fierté. Je le connaissais bien. C'était un trait de caractère qui remontait à loin. Depuis tout petit, Jonathan a toujours eu du mal à admettre ses erreurs. Pas par méchanceté, mais par une sorte de rigidité intérieure qui lui faisait interpréter toute reconnaissance d'échec comme une défaite personnelle. J'avais contribué à cela sans le savoir, par mon propre exemple, celui d'un homme qui résout tout en silence et ne montre jamais de vulnérabilité. Je lui avais involontairement appris que les hommes ne plient pas. Et maintenant, il ne savait plus comment plier, même s'il le voulait. Ce n'était pas dans mes priorités de résoudre cela pour lui. J'avais mes propres affaires auxquelles penser. Et à cette époque, l'une des choses les plus importantes a été une conversation que j'ai eue avec Stéphanie, qui a changé ma façon de voir l'avenir. Nous étions dans le parc, sur notre banc. Lors d'un de ces après-midi où le ciel a cette couleur si particulière, quand le jour n'a pas encore décidé s'il finira par pleuvoir ou par s'apaiser. Et Stéphanie m'a demandé quelque chose que personne ne m'avait demandé depuis très longtemps. Elle m'a demandé ce que je voulais. Pas ce dont j'avais besoin. Pas ce qu'il était responsable de faire. Mais ce que je voulais pour moi, pour les années à venir. Je suis resté silencieux un long moment. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse toute prête. Que, pendant 25 ans, j'avais toujours répondu à cette question en fonction des autres. Je voulais que mes enfants aient une éducation. Je voulais qu'Aurore soit à l'aise. Je voulais que la maison soit payée, que les dettes soient à jour, que la famille ait de la stabilité. Tout ce que j'avais voulu, avait toujours été en relation avec quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à moi. Qu'est-ce que je voulais pour moi? Je ne savais pas. Stéphanie ne m'a pas mis la pression. Elle est simplement restée là, en silence, avec cette façon bien à elle de laisser de l'espace, sans abandonner. Et je suis resté de longues minutes sans rien dire, regardant l'eau immobile du lac artificiel, laissant la question faire son chemin en moi. Quand j'ai enfin parlé, ce qui est sorti n'était pas une liste ordonnée d'objectifs. C'était quelque chose de plus simple, et de plus honnête que ça. Je lui ai dit que je voulais me réveiller chaque matin, sans avoir l'impression que la journée était un fardeau. Que je voulais travailler sur quelque chose qui comptait pour moi, sans que le travail ne me dévore tout entier. Que je voulais avoir des gens près de moi qui étaient là parce qu'ils en avaient envie,
pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Que je voulais rire davantage. Que je voulais continuer à me promener dans des endroits que je ne connaissais pas. Que je voulais, à un moment donné, avoir l'impression de vivre ma vie, au lieu de simplement la gérer. Stéphanie m'a écouté, puis elle a dit quelque chose qui est resté gravé en moi, avec une précision qui me surprend encore aujourd'hui. Elle m'a dit que tout ce que je venais de décrire était tout à fait possible. Que ce n'était pas un rêve irréalisable, ni le fantasme de quelqu'un qui refuse de voir la réalité. C'était simplement une vie. Une vraie vie, construite avec des choix conscients. Et que la seule différence entre la personne qui en rêve et celle qui la vit, c'est que la seconde décide de commencer, avant même de se sentir prête. Décider de commencer, avant de se sentir prêt. Cette phrase s'est installée en moi, comme ces choses qui arrivent exactement au moment où vous en avez besoin. Pas avec fracas, mais en prenant racine. Et j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais perdu cette nuit-là, en partant avec ma valise, ce n'était pas ma vie. C'était une version de ma vie qui ne me correspondait plus. Une version bâtie sur des sacrifices non reconnus, sur un amour qui ne m'était pas rendu de la manière dont j'en avais besoin, sur une identité qui existait pour les autres, et non pour moi. Ce que j'avais maintenant, même si c'était plus petit en taille, était incomparablement plus à moi. Et cela, je l'ai découvert, valait plus que n'importe quelle maison, que n'importe quelle stabilité apparente, que n'importe quelle version d'une vie qui ne tient que parce que personne n'a eu le courage de dire la vérité. J'avais eu ce courage. Même si je ne l'avais pas choisi. Même si on me l'avait imposé. Et maintenant, debout à cette nouvelle place, avec Stéphanie à mes côtés, Hector à l'horizon, et Juliette essayant de construire quelque chose de sincère avec moi, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas reconnue en moi depuis des mois. J'ai ressenti que l'avenir existait. Mais ce qui allait se passer, allait tester tout ce que j'avais construit. Parce que certaines personnes, lorsqu'elles perdent ce qu'elles avaient, n'apprennent pas la leçon, elles cherchent simplement à récupérer ce qu'elles ont perdu. Et ils étaient sur le point de venir le chercher chez moi. C'est un samedi matin que Jonathan s'est présenté à la porte de mon appartement. Il ne s'était pas annoncé. Il n'avait pas envoyé de message avant. Il n'avait pas appelé pour demander s'il pouvait passer. Il a simplement surgi, avec sa façon bien à lui de se mouvoir dans le monde, comme si les espaces des autres étaient une extension naturelle des siens. Je l'ai vu par le Judas avant d'ouvrir la porte, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas exactement de la surprise, mais plutôt la confirmation d'une chose que j'attendais, sans savoir quand elle arriverait. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé une seconde avant de parler, comme s'il évaluait quelque chose. Comme si la façon dont j'ouvrais cette porte allait lui en dire plus que n'importe quel mot. Et ce qu'il a vu, ce n'était pas ce qu'il attendait. J'en suis sûr, parce que l'homme qui se tenait devant lui n'était plus l'homme qui avait quitté la maison familiale, les épaules lourdes et la vie en morceaux. Il a vu un homme reposé. Un homme qui avait bien dormi. Un homme qui avait du café fraîchement préparé dans la cuisine, et des projets pour l'après-midi, qui n'impliquaient personne lui demandant quoi que ce soit. Je l'ai invité à entrer. Il s'est assis dans le salon et a regardé autour de lui avec une expression qu'il n'arrivait pas tout à fait à cacher. Je pense qu'il s'attendait à trouver quelque chose de différent. Quelque chose de plus triste, de plus précaire, de plus conforme à l'image de l'homme brisé que son imagination s'était probablement construite au cours de ces mois. Au lieu de cela, il a trouvé un appartement petit mais bien rangé, avec une plante à la fenêtre, des livres sur l'étagère, une lampe à lumière chaude, et l'odeur du café qui remplissait l'air. Une atmosphère qui donnait l'impression que quelqu'un vivait vraiment là. Qui ne survivait pas. Qui vivait. Je lui ai servi du café sans lui demander s'il en voulait, parce que c'était le matin, que c'était la chose à faire, et que je voulais lui donner quelque chose de mes mains pour que le silence initial ne soit pas trop pesant. Il l'a pris, l'a tenu à deux mains, et est resté silencieux un long moment en regardant sa tasse. Il a fini par parler. Il m'a dit que les choses étaient difficiles. Il ne l'a pas dit avec ses mots exacts. Jonathan n'a jamais été aussi direct quand il parlait de quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Il a utilisé des périphrases et des phrases incomplètes, que j'ai assemblées au fur et à mesure que j'écoutais. La situation financière à la maison avait beaucoup changé depuis mon départ. Les dépenses que j'avais couvertes pendant des années étaient devenues un fardeau que personne ne gérait bien. Aurore était stressée, et cela créait une tension constante. La relation avec l'autre homme s'était détériorée au point qu'il n'était presque plus à la maison,
ce qui signifiait que les dépenses retombaient entièrement sur Aurore. Et Jonathan, qui vivait dans la maison familiale parce que c'était confortable et économique, commençait à sentir que ce confort touchait à sa fin. J'ai écouté tout cela. Et en l'écoutant, j'ai remarqué quelque chose qui a produit en moi un étrange mélange de tristesse et de clarté. Jonathan n'était pas venu pour s'excuser. Il était venu voir si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, être une solution au problème que sa propre loyauté mal placée avait contribué à créer. Il ne l'a pas dit avec ces mots. Il ne le pensait probablement même pas avec cette lucidité, mais c'était là, dans sa façon d'éviter le vrai sujet. Dans sa façon de toujours décrire la situation de l'extérieur, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre, et non quelque chose dans lequel il avait joué un rôle actif. Quand il a fini de parler, j'ai fait une longue pause avant de répondre. Je lui ai dit que je l'avais entendu, que je comprenais que la situation était difficile. Et puis, je lui ai posé la même question que je lui avais posée des mois auparavant lors de cet appel téléphonique, mais cette fois-ci en personne, en le regardant dans les yeux. Je lui ai demandé s'il était venu pour parler de nous, de ce qui s'était passé entre nous en tant que père et fils, ou s'il était venu parce qu'il avait besoin de quelque chose de pratique de ma part. Jonathan a baissé les yeux, et cela m'a tout dit. Je ne me suis pas mis en colère. Sérieusement, je ne me suis pas mis en colère. Parce que j'avais atteint un point, au cours de ces mois, où la colère envers les personnes qui m'avaient déçu s'était transformée en quelque chose de différent. Pas de l'indifférence, exactement. Parce que l'indifférence totale envers ses enfants n'est pas quelque chose que l'on peut, ou que l'on devrait, atteindre. Mais une sorte de lucidité compatissante. Je pouvais les voir clairement. Voir leurs limites. Voir les mécanismes qu'ils utilisaient pour éviter de se remettre en question. Et en même temps, continuer à les aimer, sans laisser cet amour me transformer en leur filet de sécurité chaque fois que leur propre décision les menait dans une situation inconfortable. J'ai dit à Jonathan une chose que je pensais depuis longtemps, et qu'à cet instant, j'ai senti qu'il était temps de dire. Je lui ai dit que je l'aimais, qu'il était mon fils, et que ça ne changeait pas. Mais que le type de relation que nous avions avant, où j'étais celui qui soutenait tout, et où il était celui qui recevait sans trop se poser de questions, cette relation-là était terminée. Pas comme une punition. Mais parce qu'elle n'était plus possible, ni saine pour aucun de nous deux. Que s'il voulait construire quelque chose de nouveau avec moi, quelque chose de vrai et d'honnête, j'y étais disposé. Mais qu'il lui faudrait commencer par me dire la vérité. Pas sur la situation financière, mais sur ce qui s'était passé cette nuit-là dans le salon, et sur ce qu'il ressentait à ce sujet. Jonathan a serré sa tasse de café. Il y a eu un silence qui a duré presque une minute entière. Un silence dense, plein de non-dits, de fierté luttant avec quelque chose de plus profond que la fierté. Et puis, d'une voix qui sonnait différemment de toutes les voix que j'avais entendues de sa part au cours de cette visite, plus basse, plus vraie, il m'a dit qu'il savait qu'il avait eu tort. Que cette nuit-là, il avait pris parti sans réfléchir à ce que cela signifiait vraiment. Qu'il avait cru que soutenir sa mère était la bonne chose à faire. Et que ce n'est que plus tard, avec le temps et la distance, qu'il avait commencé à voir le tableau dans son ensemble. Que c'était dur pour lui de l'admettre, parce que l'admettre, signifiait accepter qu'il avait blessé son père. Et que ça, il ne savait pas comment vivre avec. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Elles n'avaient pas tous les éléments que l'on attendrait d'excuses complètes, mais elles étaient réelles. Et la réalité, même incomplète, vaut bien plus qu'une perfection fabriquée. Je lui ai dit que je l'avais entendu, que je l'acceptais, et que c'était un début. Je ne lui ai pas proposé de solution financière. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, ou qu'il pouvait compter sur moi pour résoudre les problèmes à la maison, parce que cela aurait été retourné à l'ancien schéma. Le schéma dans lequel je résous tout, et les autres reçoivent sans subir de conséquences. Ce schéma avait pris fin cette nuit-là, quand j'avais fermé la porte, et que je ne m'étais pas retourné. Jonathan est parti 1 heure plus tard. Sans les réponses pratiques qu'il s'attendait probablement à trouver, mais avec quelque chose qui avait peut-être plus de valeur, même s'il ne pouvait pas le voir comme ça sur le moment. Avec la vérité de son père. Avec des limites claires qui venaient de l'amour et non du ressentiment. Avec la certitude que j'étais toujours là, mais différent. Plus honnête, plus ferme, plus entier. J'ai fermé la porte après son départ, et je suis resté un moment dans le salon, en silence. Puis, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un autre café,
et j'ai appelé Stéphanie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a écouté comme toujours, sans m'interrompre, sans juger, sans me donner plus de conseils que je n'en avais demandé. Et quand j'ai eu fini, elle m'a demandé comment je me sentais. Pas comment j'allais, mais comment je me sentais. Cette distinction, insignifiante pour certains, était énorme pour moi. Parce que toute ma vie, les gens m'avaient demandé comment j'allais, et j'avais toujours répondu « bien », même si ce n'était pas vrai. Personne ne m'avait jamais demandé comment je me sentais, avec l'attente réelle de recevoir une réponse honnête. Je lui ai dit que je me sentais serein. Que c'était étrange de dire ça après une conversation aussi chargée avec mon fils, mais que c'était vrai. Que je me sentais serein, parce que j'avais répondu depuis un endroit qui m'appartenait vraiment. Pas par peur, ni par culpabilité, ni par besoin qu'il m'approuve ou même d'une certaine manière. J'avais parlé en tant que l'homme que je voulais être, et cela, j'ai découvert que ça procure une paix qu'aucune approbation extérieure ne peut vous donner. Stéphanie a souri à l'autre bout du fil. Je le savais, même si je ne pouvais pas la voir. Il y a des gens dont on peut entendre le sourire. Elle m'a dit qu'elle avait aussi quelque chose à m'annoncer. Qu'elle avait parlé avec son patron cette semaine-là, d'un nouveau projet auquel il voulait qu'elle participe. Quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, avec plus de responsabilités, mais aussi plus de liberté créative. Et qu'en réfléchissant pour savoir si elle devait accepter ou non, elle avait pensé à moi. Non pas parce qu'elle avait besoin de ma permission ou de mon opinion. Mais parce qu'elle avait repensé à ce que j'avais dit, ce soir-là au restaurant, sur mon envie de vivre ma vie au lieu de simplement la gérer. Et elle avait décidé que oui, elle allait accepter. J'étais heureux pour elle, avec une joie complètement pure. Sans envie, sans la peur que son évolution ne l'éloigne de moi. Juste une joie pure, pour quelqu'un qui choisissait de s'épanouir plutôt que de se rétrécir. C'était nouveau pour moi, aussi. Vouloir le bien de quelqu'un de manière inconditionnelle, sans calculer ce que j'y gagnais, sans la peur secrète que si l'autre s'épanouissait, je serais relégué au second plan. Cette peur avait été en moi pendant des années, sans que je ne la reconnaisse. Et maintenant, elle avait disparu. Nous avons convenu de nous voir l'après-midi même. J'ai raccroché le téléphone, j'ai fini mon café, et j'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement, vers la rue en contrebas. C'était une matinée ordinaire. Des gens qui marchaient, un chien qui tirait sur sa laisse, un enfant sur un vélo avec des petites roues, qui vacillait encore mais qui ne tombait pas. Et je me suis dit que c'était exactement ça. Vaciller encore parfois, mais ne pas tomber. Avancer. 3 mois de plus se sont écoulés, avant que la situation n'atteigne le point dont je savais, au fond de moi, qu'il arriverait. Ce ne fut pas une surprise. C'était plutôt la confirmation de quelque chose que j'avais vu venir de loin. Avec cette lucidité que l'on développe quand on n'est plus au centre du chaos, et qu'on commence à l'observer de l'extérieur. Quand vous cessez d'être celui qui éteint les incendies, vous commencez à voir beaucoup plus clairement comment ils se déclarent. Et ce qui couvait dans la maison que j'avais laissée derrière moi, n'était pas un petit feu. C'était quelque chose qui accumulait du combustible depuis des mois, et qui avait finalement trouvé l'étincelle dont il avait besoin pour s'embraser complètement. C'est Juliette qui me l'a appris en premier. Elle m'a appelé un mercredi soir, avec une voix que j'ai reconnue immédiatement comme la voix de quelqu'un qui a retenu quelque chose pendant trop longtemps, et qui n'en peut plus. Elle m'a dit qu'elle avait quitté la maison, qu'elle avait pris ses affaires et qu'elle était allée vivre chez une amie, en attendant de trouver quelque chose de plus stable. Que la situation avec sa mère avait atteint un point qu'elle ne pouvait plus supporter émotionnellement. Qu'Aurore et l'autre homme avaient définitivement rompu. Qu'il était parti en emportant des choses qui ne lui appartenaient pas, qu'il avait laissé des dettes qu'Aurore ne savait pas comment gérer. Et que l'atmosphère dans la maison était un mélange d'angoisse, de colère contenue, et de lourd silence, qui rendait la vie sur place impossible sans y perdre la paix. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Je lui ai demandé comment elle allait, elle, et pas comment allait la situation. Juliette est restée silencieuse un instant avant de répondre, puis elle a dit quelque chose qui m'a touché au plus profond. Elle m'a dit qu'elle apprenait. Qu'elle avait fait de graves erreurs, qu'elle savait qu'elle m'avait déçu, qu'elle portait encore ce poids, mais qu'elle apprenait aussi à ne pas répéter les mêmes schémas. Que le fait de voir ce qui était arrivé à sa mère, de voir comment une décision prise sous le coup de l'émotion, sans penser aux conséquences, pouvait détruire une vie, lui avait appris quelque chose qu'aucun cours ni aucun livre n'aurait pu lui enseigner.
Cela lui avait appris que les actes ont un poids réel, et que ce poids ne disparaît pas simplement parce qu'on décide de l'ignorer. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle pour avoir dit cela, et je le pensais vraiment. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'une aide financière pour son premier mois dans son nouveau logement. Non pas parce que c'était mon obligation, ou parce que je voulais acheter son affection. Mais parce qu'elle était ma fille, qu'elle commençait quelque chose de difficile, et que j'avais la capacité de l'aider sans que cela ne me coûte plus que ce que je pouvais donner. Elle a hésité avant d'accepter. Cette hésitation m'en a dit plus sur sa maturité que n'importe quel mot. La Juliette d'avant n'aurait pas hésité. Elle aurait accepté naturellement, comme si c'était un dû. Cette Juliette a hésité, parce qu'elle a compris que recevoir, cela a aussi un poids. Elle a accepté. Je lui ai viré 500 € le soir même. Sans condition, sans discours, juste l'argent et un court message, disant que c'était un point de départ, et qu'elle pouvait compter sur moi pour tout ce dont elle aurait besoin, dans la limite du raisonnable. Avec Jonathan, la situation s'est déroulée différemment. Contrairement à Juliette, Jonathan n'a pas quitté la maison immédiatement. Il est resté plus longtemps, je crois parce qu'au fond, il espérait que quelque chose allait changer. Que la situation allait se stabiliser d'elle-même. Que quelqu'un allait apparaître pour résoudre ce que personne ne voulait résoudre. Mais quand il est devenu clair que cela n'arriverait pas, qu'Aurore était dépassée, et que la maison que j'avais payée pendant 25 ans était devenue un territoire de tension constante, Jonathan a lui aussi commencé à chercher des portes de sortie. La différence, c'est que Jonathan a cherché sa porte de sortie à travers moi. Il m'a appelé un après-midi. Et cette fois, ce fut différent de la visite du samedi des mois auparavant. Cette fois, il n'y a pas eu de longues périphrases ni de phrases incomplètes. Il m'a demandé directement s'il pouvait loger dans mon appartement le temps de trouver son propre logement. Il m'a dit que ce serait temporaire, qu'il explorait déjà quelques pistes, mais qu'il avait besoin de quelques semaines pour s'organiser. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, et j'ai dit non. Pas cruellement. Pas en lui claquant la porte au nez émotionnellement. Mais avec cette même clarté tranquille que je développais depuis des mois, comme s'il s'agissait d'un muscle qui se renforce à l'usage. Je lui ai dit que je l'aimais, et que ça ne changeait pas. Mais que mon appartement était mon espace, le seul espace complètement à moi que j'avais eu depuis des décennies, et que je n'étais pas disposé à le céder. Même partiellement ou temporairement, parce que les choses temporaires deviennent souvent permanentes quand personne ne fixe de limites claires dès le début. Je lui ai dit que je pouvais l'aider d'autres manières. Que je pouvais le guider dans sa recherche de location, que je pouvais l'aider à relire des contrats s'il avait besoin d'un second avis. Et que, s'il y avait une urgence réelle et spécifique, je pouvais envisager un petit soutien financier pour le dépôt de garantie. Mais que vivre ensemble n'était pas une option. Jonathan est resté silencieux un moment, puis il m'a demandé pourquoi, d'une voix qui trahissait une incompréhension sincère. Comme s'il n'arrivait pas à comprendre que son père puisse lui dire non. Je me suis expliqué. Je lui ai dit que pendant 25 ans, j'avais organisé ma vie entière autour des besoins des autres. Que je n'y avais pas été forcé, que je l'avais choisi, parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire, et parce que personne ne m'avait appris une autre façon de montrer mon amour. Mais que le résultat de ce mode de vie avait été que je m'étais perdu en cours de route. Que j'étais arrivé à 49 ans sans savoir ce que je voulais pour moi, sans mon propre espace, sans une identité qui existait indépendamment de ce que je produisais et de ce que j'assumais pour les autres. Et que maintenant que j'avais cet espace, ce petit appartement avec sa plante, ses livres et sa lampe à lumière chaude, je n'allais y renoncer pour personne. Ce fut la conversation la plus honnête que Jonathan et moi ayons eue de toute sa vie d'adulte. Quand j'ai raccroché, je me suis assis sur le canapé pendant un long moment pour assimiler tout ça. Et j'ai réalisé que dire non, le dire clairement et sans culpabilité, était une compétence qu'il m'avait fallu presque 50 ans à acquérir. Et que maintenant que je l'avais, je n'allais pas la perdre. Cette même semaine, j'ai eu une autre conversation importante. Avec Hector, cette fois. Nous nous sommes retrouvés pour dîner, une chose que nous avions commencé à faire toutes les 2 semaines. C'était devenu une routine qu'aucun de nous n'avait consciemment planifiée, mais qui s'était instaurée d'elle-même. Hector était comme ça. Les bonnes choses avec Hector s'installaient toujours d'elles-mêmes, sans drame, sans avoir besoin d'être nommées pour exister. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec Jonathan et Juliette. Il a écouté avec cette attention concentrée qui le caractérise, sans se laisser distraire,
et sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, il a dit une chose qui m'a fait rire, comme je n'avais pas ri depuis longtemps. L'un de ces rires qui survient lorsqu'on reconnaît une vérité dérangeante, qu'on connaissait déjà, mais qu'on avait besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Il m'a dit que j'étais passé de l'arbre que tout le monde utilisait pour s'abriter à l'ombre, à un arbre qui avait enfin appris à pousser vers le haut, plutôt que de s'étaler sur les côtés. Et que ceux qui avaient l'habitude de s'asseoir à mon ombre, devaient maintenant apprendre à trouver leur propre soleil. Je ne sais pas si c'était une métaphore parfaite, mais c'était vrai. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, j'ai trouvé un message de Stéphanie. Elle me demandait si je voulais l'accompagner le lendemain pour aller voir une brocante qui s'était installée dans un parc, de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas un plan extraordinaire. C'était un samedi matin, parmi des stands de vieilleries, avec du café dans un gobelet en carton, et des conversations sans destination précise. J'ai répondu « oui » immédiatement. Et pendant que je me préparais à me coucher, alors que j'éteignais la lampe à lumière chaude et que j'écoutais le silence paisible de mon appartement, j'ai repensé à tout ce qui avait changé en moins d'1 an. J'avais quitté une maison avec une valise et le cœur brisé. J'avais dormi sur le canapé d'un ami. J'avais pleuré seul dans l'obscurité. J'avais appris à marcher sans but, à m'asseoir sans culpabilité, et à dire non sans m'en excuser. J'avais rencontré une femme qui m'avait demandé comment je me sentais, et qui s'attendait vraiment à une réponse. J'avais retrouvé ma fille. Non pas la version idéalisée que la douleur avait stockée dans ma mémoire. Mais la version réelle, imparfaite et en pleine évolution, qui avait bien plus de valeur que n'importe quelle idéalisation. J'avais commencé à reconstruire quelque chose avec mon fils. Lentement, sans garantie, mais sur des bases honnêtes. Et j'avais appris peut-être la chose la plus difficile de toutes. Que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. Que prendre soin de soi, ce n'est pas abandonner les autres. Que poser des limites, ce n'est pas de la froideur. C'est la seule façon de rester quelqu'un capable de donner, sans se vider de sa substance. Ce que j'ignorais encore, c'est qu'il y avait un dernier chapitre que je n'avais pas anticipé. Un chapitre qui viendrait de la direction la plus inattendue. Et qui allait soumettre tout ce que j'avais construit, à l'épreuve la plus difficile à laquelle j'avais été confronté, depuis cet après-midi où j'avais ouvert la porte de ma maison, et où je les avais trouvés tous les trois, assis en silence à m'attendre. Mais cette fois-ci, j'étais prêt. Aurore m'a appelé un dimanche matin. Ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait depuis cet appel, des mois auparavant, où elle m'avait avoué qu'elle avait commis une erreur. Mais il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix, cette fois. Quelque chose qui n'était pas la petite voix étouffée de ce premier appel. Ni la voix tendue et calculatrice que j'avais connue pendant 25 ans. C'était une voix qui semblait, pour la première fois depuis très longtemps, totalement dépouillée de toute stratégie. Comme quelqu'un qui a épuisé tous ses masques, et qui appelle depuis un endroit où il n'a plus l'énergie de faire semblant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me voir. Je lui ai demandé pourquoi faire. Elle m'a répondu qu'il y avait des choses qu'elle devait me dire en personne, que ce n'était pas à propos de la procédure légale, que cela était presque réglé entre les avocats. Que c'était quelque chose de personnel. Qu'elle me le devait, et qu'elle se le devait à elle-même, aussi. Je suis resté silencieux un instant avant de répondre. Une part de moi, la part qui avait appris à se protéger au cours de ces mois, voulait dire non. Que nous avions déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, que le chapitre était clos, et que le rouvrir n'apporterait rien de bon à aucun de nous. Mais il y avait une autre part, plus profonde et plus ancienne, qui comprenait que certaines conversations doivent avoir lieu, même si elles ne changent rien sur le plan pratique. Qu'il y a des mots que les gens ont besoin de dire et d'entendre, pour pouvoir véritablement fermer la porte. Non pas pour faire marche arrière, mais pour lâcher prise. J'ai dit oui. Que nous pouvions nous retrouver dans un lieu public et neutre, sans le fardeau émotionnel d'un espace qui appartenait à l'un de nous. Nous nous sommes mis d'accord sur un café près du centre-ville. Un endroit qu'aucun de nous ne fréquentait auparavant. Un terrain neutre, où les conversations difficiles pouvaient avoir lieu, sans que le poids des souvenirs ne soit accroché au mur. Je suis arrivé le premier, je me suis assis à une table près de la fenêtre, et j'ai commandé un café noir en attendant. J'ai regardé la rue pendant quelques minutes, et j'ai remarqué que j'étais calme. Pas anxieux. Pas rempli d'une colère anticipée, ou d'une tristesse préparée. Calme. Et il m'a semblé extraordinaire, au sens le plus littéral du terme,
que je puisse m'asseoir et attendre la femme qui avait détruit mon mariage, et me sentir tout simplement calme. Aurore est arrivée à l'heure. Je l'ai vue entrer depuis la fenêtre, avant qu'elle ne me voie. Et ce que j'ai vu m'a arrêté une seconde. Non pas parce que cela m'a fait l'effet que cela m'aurait fait avant. Il n'y avait aucune trace de cet ancien amour, ou de cette colère récente. Mais parce que j'ai vu une personne qui avait vieilli, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les années, mais avec le poids qu'elle portait. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle portait ses épaules, dans la ligne de sa mâchoire. Dans la façon dont elle cherchait du regard parmi les tables, qui disait que cette femme avait vécu une épreuve difficile, et qu'elle la portait encore. Elle m'a vu, a marché jusqu'à la table, s'est assise. Nous nous sommes regardés pendant un moment, sans rien dire. Puis elle a parlé. Ce qu'elle m'a dit au cours des 40 minutes qui ont suivi, je ne vais pas le reproduire mot pour mot. Parce que certaines conversations n'appartiennent qu'aux personnes qui les ont eues. Mais je dirai l'essentiel. Elle m'a dit qu'elle avait eu le temps. Trop de temps, pour se regarder honnêtement. Que ce qu'elle avait fait n'avait pas été seulement une erreur de jugement, ou une décision prise dans un moment de faiblesse. Que cela avait été le résultat d'années de non-dit. De ne pas avoir demandé ce dont elle avait besoin. De s'être convaincue que l'insatisfaction qu'elle ressentait était de ma faute, alors qu'en réalité, c'était une conversation que nous n'avions jamais eue ensemble. Qu'au lieu de parler, elle avait cherché à l'extérieur ce qu'elle aurait dû chercher à l'intérieur. D'abord en elle-même, et ensuite dans notre relation. Qu'elle avait impliqué les enfants d'une manière qui n'avait aucune justification. Qu'elle avait forcé Jonathan et Juliette à porter une charge qui relevait de la responsabilité des adultes, et non des enfants. Et que tout cela réuni, était une chose avec laquelle elle allait devoir vivre pendant très longtemps. Elle n'a pas pleuré en disant tout cela. Et ça m'en a dit plus que si elle l'avait fait. Les larmes sont parfois un soulagement. Ce qu'elle avait sur le visage, n'était pas du soulagement. C'était l'expression sérieuse et sans phare de quelqu'un qui regarde ses propres erreurs, sans demander à personne de les minimiser. Quand elle a fini, elle a demandé si elle pouvait me dire quelque chose. Pas si je lui pardonnais. Pas si nous pouvions réessayer. Juste si elle pouvait me dire quelque chose. J'ai réfléchi avant de parler, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas été l'homme dont elle avait besoin pendant de nombreuses années, non plus. Que j'avais cru que subvenir aux besoins suffisait, et que cette croyance nous avait coûté très cher à tous les deux. Que si j'avais su mieux écouter, si j'avais été plus présent, si j'avais appris plus tôt que l'amour ne se montre pas seulement par le travail et l'argent, mais aussi par l'attention et par le temps, les choses auraient peut-être été différentes. Je n'excusais pas ce qu'elle avait fait. Je reconnaissais que les histoires brisées ont rarement un seul coupable. Je lui ai aussi dit que je lui pardonnais. Non pas parce que ce qu'elle avait fait était juste. Mais parce que porter le poids du refus de pardonner était une tâche trop lourde pour le reste de ma vie, et que j'avais décidé de voyager léger. Que ce pardon n'était pas pour elle. Il était pour moi. Pour que je puisse continuer à marcher, sans ce poids sur mes épaules. Aurore m'a regardé pendant un moment, qui a semblé plus long qu'il ne l'était, puis elle a dit « Merci ». Juste ça. Merci. Nous nous sommes dit au revoir à la porte du café, avec la bonne distance. Sans l'étreinte forcée des personnes qui ne savent plus comment se toucher, ni la froideur inutile de celles qui ont besoin de prouver qu'elles ne se soucient plus de rien. Juste deux personnes qui avaient partagé 25 ans de vie, et qui se disaient maintenant au revoir, depuis un espace de vérité. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue, et je n'ai rien ressenti qui me tire en arrière. J'ai simplement senti que quelque chose, qui était resté ouvert pendant des mois, se refermait enfin. Pas avec fracas. Avec la douceur d'une porte que quelqu'un ferme avec soin, parce qu'il sait que, de l'autre côté, il y a quelque chose qui mérite le silence. Je suis rentré à l'appartement, les mains dans les poches, et le soleil du matin sur le visage. Cet après-midi-là, Stéphanie est venue. Nous avions prévu de cuisiner ensemble, une chose que nous avions commencé à faire le dimanche, comme l'une de ces petites routines qui construisent la vraie vie. Sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'elle fasse déjà partie de qui vous êtes. Elle a apporté les ingrédients. J'ai mis la musique, et nous avons cuisiné dans cette cuisine étroite, qui avait à peine assez de place pour deux personnes bougeant en même temps. En nous cognant les coudes, en riant des accidents culinaires, en parlant de tout et de rien. Avec le confort de deux personnes qui n'ont plus besoin de faire d'efforts pour être bien ensemble.
Je lui ai parlé de ma rencontre avec Aurore pendant que nous coupions des oignons. Sans drame. Avec le même naturel que lorsque je lui racontais n'importe quoi sur ma journée. Stéphanie a écouté. Et quand j'ai eu fini, elle m'a demandé comment je me sentais. Comme toujours. Cette question qu'elle ne se lassait jamais de poser. Je lui ai dit que je me sentais libre. Que c'était la première fois que j'utilisais ce mot pour décrire comment j'allais, et que je le pensais vraiment. Libre. Pas dans le sens où je n'avais plus de responsabilité, ou d'attache. Mais libre dans le sens où, tout ce qu'il y avait dans ma vie, était là parce que je l'avais choisi. Le travail, l'appartement, la plante à la fenêtre, les livres sur l'étagère, Hector, Juliette, la relation que je reconstruisais lentement avec Jonathan, et elle. Tout était choisi. Rien n'était subi. Stéphanie a posé le couteau sur la planche à découper, m'a regardé, et a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre à ce moment-là, mais qui a atterri exactement là où il le fallait. Elle m'a dit que, des mois auparavant, la première fois que nous nous étions vus dans le parc, elle avait remarqué quelque chose en moi, qu'elle avait trouvé différent de la plupart des hommes qu'elle avait rencontrés après sa propre histoire difficile. Ce n'était pas que j'étais parfait, ou que je n'avais pas de blessures visibles. C'était que, malgré les blessures, je n'étais pas fermé. Qu'il y avait quelque chose dans la façon dont j'étais assis sur ce banc, à regarder l'eau, qui disait que j'étais une personne encore disposée à être au monde. Et que, chez quelqu'un qui avait traversé ce que j'avais traversé, c'était une chose que l'on ne trouvait pas tous les jours. Je n'ai pas su quoi répondre pendant un instant. Puis je lui ai dit qu'elle m'avait appris quelque chose que je ne savais pas avoir besoin d'apprendre. Que l'on pouvait aller bien, sans que tout n'ait besoin d'être résolu. Que le bonheur n'était pas l'état qui arrive lorsque tous les problèmes ont disparu. Que c'était la décision d'être présent, alors que les problèmes existaient encore, et que la vie continuait d'avancer. Nous avons fini de cuisiner, dressé la table, ouvert une bouteille de vin simple, et nous nous sommes assis pour manger dans cette petite cuisine. Avec la musique en fond, et la lumière de l'après-midi traversant la fenêtre. Comme si le monde extérieur était exactement aussi calme, qu'il en avait l'air à l'intérieur. J'ai pensé à l'homme qui avait franchi cette porte, il y a presque un an, et qui avait trouvé sa famille assise en silence, l'attendant avec une décision déjà prise. J'ai pensé à la valise que j'avais préparée avec un calme que je ne comprenais pas. J'ai pensé au parking sombre, au canapé d'Hector, aux promenades matinales, aux nuits où ma poitrine se serrait sans prévenir. J'ai pensé au banc du parc, et à une femme qui avait levé les yeux de son livre pour dire qu'il y avait assez de place pour nous deux. Et j'ai pensé que, parfois, la vie a besoin de se briser complètement, pour révéler ce qu'elle était toujours censée être. Je n'avais rien gagné en le prenant à qui que ce soit. Je ne m'étais pas vengé. Je n'avais pas attendu que les autres tombent, pour me sentir bien. J'avais simplement choisi de continuer. Choisi de construire. Choisi d'être présent dans ma propre vie, pour la première fois depuis des décennies. C'était tout. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. J'ai levé mon verre, et j'ai trinqué en silence. Sans que Stéphanie ne s'en aperçoive, sans discours ni cérémonie. Juste moi, le vin, et la vie que j'avais choisi de vivre. À l'homme qui a quitté cette maison sans se retourner. À l'homme qui a appris que lâcher prise, ce n'est pas perdre. À l'homme qui a découvert, à presque 50 ans, qu'il était encore temps d'être véritablement en vie.